Quoi, vous me dites qu'il y a des gens, ils aiment pas un jeu vidéo? Ça, c'est un travail pour le masque. Dans cet épisode-ci de Critique Cruelle, il sera bel et bien question d'un sujet controversé qui est en train de déchirer Internet en deux. Ce n'est pas celle de Last of Us Part 2, un jeu qui a la particularité d'être le plus controversé de l'année, une année qui a été anémique dans le domaine de la critique vidéoludique, car comme vous le savez, on attend actuellement la sortie de la PlayStation 5. Mais cependant, s'il faut parler de tout ceci, il faut aussi parler de spoilers, donc ne faites pas semblant que je ne vous ai pas averti. Il est clair que quelque chose d'obscur se passe dans le monde de la pop culture. Suffit de voir l'une ou l'autre série changer du tout toujours pour le pire afin d'en être sûr. Par exemple, vous souvenez-vous de Doctor Who ? Cette fameuse série humaniste où un gars voyageait à travers le temps et l'espace dans une cabine téléphonique pour finir largué au milieu de décors en papier mâché souvent très convaincant, le temps de se battre contre divers modèles de poubelles mécaniques. C'était cool, tant de versions mémorables. Patrick Troughton. Our lives are different to anybody else's. That's the exciting thing. Nobody in the universe can do what we're doing. Colin Baker. What's happened? Change, my dear. And it seems not a moment too soon. Peter Capaldi. Laugh hard. Run fast. Be kind. Doctor, I let you go. Pierre Palmade. Puis, quelque chose est arrivé et soudain, c'est un marathon de l'oppression fantasmée où chaque rôle masculin se révèle être maléfique car il a un péniste. Salopard d'hommes, ils ont des pénistes, comment osent-ils à notre époque? Vous vous souvenez de Star Wars, la saga épique constituée de films légendaires, certains étaient meilleurs que d'autres, d'accord, mais ainsi va la guerre, censée vous expliquer le taoïsme, un brin de philosophie de cuisine, mais surtout qu'une dualité entre l'ombre et la lumière ne doit jamais camoufler qu'on peut faire le mal pour de bonnes raisons ou le bien pour de mauvaises raisons. Une réflexion plus subtile qu'il n'y paraît, comme je le disais autrefois dans mes meilleurs moments, le bien c'est pas mal, mais le mal, c'est pas bien. N'oubliez pas de noter ça dans vos cahiers, ce sera à l'examen. Puis, telle une perturbation dans la force, quelque chose est arrivé. Et la série est tout d'un coup devenue l'histoire de la fille d'un empereur au passé rebooté qui se trouve être la personne la plus importante du monde, de l'univers, car elle est vraiment trop cute. Je fais le mouvement guillemets de mes doigts, compétente, et vu qu'elle était super dès le début, elle a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit durant sa trilogie, car ce serait machiste de lui expliquer des trucs. Ah, et votre héros Luke Skywalker, c'est un vagabond trop pourri maintenant. Il boit du lait tiré du téton d'un monstre de l'espace avant de devenir un prout après avoir fait un trop gros effort. Foutu geek, ça vous apprendra à aimer des trucs. Ouais, et la fille, elle va lui voler son nom aussi, comme ça, pour faire chier. Elle avait déjà piqué son sabre péniste autrefois, autant continuer la collection. Ça s'appelle du simoblisme. Ouais, girl! Faut-il rajouter un troisième exemple? Bon, d'accord. Ne dit-on pas jamais 203? On ne dit jamais 203. Vous vous souvenez de Star Trek? Naguère, l'histoire d'une humanité qui a su mettre ses différences de côté pour vivre unie parmi une communauté intersidérale de sociétés basée sur la raison. Et maintenant, pas besoin de le préciser, quelque chose est arrivé en deux saveurs assez similaires. Vous avez soit le déplaisir de voir une fille insupportable faire semblant d'être vulcaine et soi-disant hyper compétente, mais pleurant quand même toutes les 30 minutes malgré le fait qu'elle est le Jésus d'un espace qui s'en sortait pas si mal avant qu'elle foute le continuum temporel en l'air, ou bien Picard, le capitaine, un pâle surgelé et son simoblisme du Brexit, racisme pas bien, mur de Donald Trump, androïde esclave blanc meurtrier, il est aussi Space Jesus. Quitte à y être. Il y avait une promotion, c'était 2 pour le prix d'un chez Jésus Rama dans la limite militante des stocks indisponibles.
Semblerait d'ailleurs que Patrick Stewart soit devenu totalement sénile, ou bien qu'il n'avait jamais vraiment compris les idéaux égalitaires de Roddenberry. C'est sans doute pour ça qu'il insiste pour que la seule utopie plaisante de l'histoire de la science-fiction soit ramenée au niveau de n'importe quel cauchemar vu un peu partout, même au pif par votre fenêtre un jour d'émeute. Vous savez, les manifestations pour la paix, elles font des morts, c'est pas beau le futur, il lui est arrivé quelque chose. Jusqu'ici, le monde magique du jeu vidéo s'était plutôt pas mal tiré de cette étrange vague de propagande potentielle teintée du sceau très sarkisien du marxisme culturel. On en avait ri, ce qui semble logique. Le public vidéoludique hardcore et encore massivement masculin qui aurait bien envie de payer pour se faire insulter. Personne. Une réalité que Marvel Comics a enfin compris quand leur public démissionnaire a définitivement laissé leur nouvelle génération de héros, celle censée remplacer les classiques, pourrir sur les étals des shops appelés à disparaître sous cette impulsion suicidaire. Miss Marvel et sa fausse jupette, personne n'achète. Captain Marvel et ses belles boots, elles en sont à leur 6e reboot. Ce n'est jamais bon signe. Pourtant, cette logique est maintenant un peu partout. The Last of Us Part 2 est juste la seconde salve de ce type de réflexion très West Coast dans le sens politique du terme, n'en déplaise à Warren G, d'une mouvance décidée à faire des sujets vus dans Life is Strange ou Gone Home, le futur des superproductions d'un univers qui tolère tout ça comme d'étranges curiosités pour femmes d'un certain âge ayant péniblement terminé des études de sociologie sans lendemain, ou bien leur nièce boulotte qui file du mauvais coton. D'ailleurs, autant le préciser, personne n'a rien contre les étranges histoires de psychodrames larmoyants où des filles qui aiment les filles se plaignent de leur papa tandis qu'autour d'elles se déroule l'apocalypse. C'est cute, limite niais. Un peu toujours la même chose. Mais est-ce que ça fait un bon blockbuster d'action? La réponse, sans spoilers, est non. Fut un temps, la compagnie Naughty Dog était connue pour deux choses, un style satisfaisant basé sur un gameplay qui l'est tout autant et un nom proche de celui d'une boîte de production pornographique. Admettez, Naughty Dog, ça fait un peu Bang Bros en juste un brin plus bestial. Fondé par Andy Gavin et Jason Rubin sous un autre nom aux alentours de 1984, année propice aux dystopies, l'écurie américano-américaine enchaîne titre quelconque sur titre quelconque jusqu'à la sortie de Crash Bandicoot, ce fameux personnage qui n'est pas du tout, mais pas du tout, une copie du diable de Tasmanie, sera ce que la PlayStation aura de plus proche d'une mascotte. Jamais été un grand fan, car après tout, c'était déjà l'époque de Mario 64 et revenir au concept du ruban après pareil Revolution était quand même une forme de régression. Les fans d'Ooga Booga étaient cependant ravis, il leur en faut peu. Après quelques suites très similaires aux aventures du fameux Bandicoot qui crache, ce n'est pas sale, il était temps pour un jeu révolutionnaire. Attention, tenez-vous bien au chandelier, j'enlève la gravité, voici Crash Team Racing. C'est, préparez-vous mindfuck, un jeu de course. C'est oui, avec des mascottes cute, vous me suivez j'espère, qui se balancent des trucs sur la tronche tandis qu'elles conduisent des cartes. Et oui, le fameux philosophe. Récemment racheté par Sony, l'écurie des chiens vilains se lance dans l'élaboration de son premier produit de cette décennie, son titre Jak and Daxter. C'est une sorte de parodie de jeu orienté plateforme où vous incarnez un Hugo Délire américain doté d'un sidekick à la con. Ne pas confondre avec Ratchet & Clank où vous incarnez un Hugo Délire américain pour furries doté d'un sidekick à la con robotique. La différence existe. Ce titre engendre 2 suites et même un Mario Kart. Ça doit être une faute de frappe. Qui aurait envie de jouer à Jak and Daxter 3 fois dans sa vie? Après le départ de ses fondateurs américano-américains, la compagnie Naughty Dog entame une renaissance bien destinée à faire d'elle l'un des fleurons de la PlayStation lors de la création d'Uncharted Drake's Fortune. C'est le jeu avec le lointain descendant de Sir Francis Drake qui se bat contre des zombies nazis dans un sous-marin perdu en Amérique latine tout en faisant semblant d'être Indiana Jones. 4 suites, pas de jeu de karting, enfin, pas encore, ça peut venir, faut bien vendre la PS5. Nous voici enfin arrivés à proximité de la case d'aujourd'hui, The Last of Us. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un mec cool doté d'une barbe, d'un sac à dos et même d'un sombre passé articulé autour de la mort de sa fille, bien décidé à sauver de toutes vos forces une gamine un peu espiègle mais aussi parfois un peu chiante, immunisée contre les effets de champignons maléfiques qui font de l'humanité des zombies fongiques.
C'est ça le concept, hein. The Walking Dead était encore très à la mode. Si j'en crois ma mémoire, c'était une histoire très touchante sur la responsabilité d'un père d'adoption et l'importance de faire survivre une culture par la transmission de savoirs immémoriaux qui permettent de crafter des pipe bombs et autres pièges meurtriers. Enfin, je crois, autant l'admettre, j'étais très stone à l'époque. 7 mois plus tard, Neil Druckmann, fameuse nouvelle vice-présidente israélo-américaine de Naughty Dogs et co-créatrice du dernier d'entre nous, sort un DLC révolutionnaire rendant Ellie gay. Ce qui est intéressant dans un jeu vidéo, fameux média constitué, autant le rappeler, d'une somme de vos choix, c'est ceci, vous n'avez pas voix au chapitre. La décision fut prise pour vous pour des raisons thématiques, mais est-ce vraiment bien le cas? Surtout que d'un point de vue scénaristique, l'immunité aux champignons maléfiques de la donzelle étant probablement génétique, on pourrait imaginer qu'elle puisse se transmettre à ses enfants, mais non. Voilà tout un pan potentiel de l'historiette qui tombe aux oubliettes d'un coup net sans en avoir l'air, il était déjà arrivé quelque chose aux jeux vidéo. Salut tout le monde, comme vous le savez, ici nous sommes actuellement dans la pause de Critique Cruelle. Comme vous le savez, j'ai foiré ma phrase. Attends. Et j'ai aussi foiré mon effet, parce que je voulais avoir ça, Avec tes... avec les lunettes. Je suis de retour sur... Ok, on est toujours dans le même plan? Ouais, tu Ok. me dis action et t'attends 7 secondes. Action, j'attends 7 secondes. Hey, salut! Nous sommes actuellement dans la pause au milieu de l'épisode, car comme vous le savez, il y a une pause au milieu de l'épisode où nous essayons de vous rajouter une coupure de publicité dans chaque épisode afin de pouvoir payer bien entendu le caméraman et aussi d'éviter que les pigeons nous mangent, des choses à cet ordre-là. Comme vous le savez, cette fois-ci, nous sommes en train de parler d'un jeu qui se trouve être gay, même s'il n'est pas nécessairement très amusant, et cependant je me suis efforcé d'essayer de vous trouver des titres qui pourraient être rendus plus gays, et je vous invite bien entendu de faire pareil dans les commentaires. C'est un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, j'essaie de découvrir quels sont vos jeux favoris, et peut-être vous avez des jeux gays favoris, tout le monde va me dire mais oui, Gone Home et vous savez, Uncharted, mais ici il est évident que je vous ai fait une petite liste, comme ici, Max Payne à se mettre des trucs dans le cul, ça pourrait être drôle, ça pourrait être gay. Super Mario Balls, qui est un featuring avec Super Monkey Balls, bien entendu, de l'autre côté il faut rendre l'appareil avec bien entendu Super Monkey Bros, qui est un équivalent où des bros sont des monkeys et ils font des choses, c'est assez mignon. Bien entendu, Deux Sexes, on ne doit pas changer grand-chose à Deux Sexes pour en faire un jeu gay, c'est un jeu sur le futur, des implants personnels et des choses comme ça. Vous avez bien entendu Crash Bandicoot, en 3 mots, retour à Naughty Dog, mais aussi Final Fantasy, Alan Wake, Mass Effect, Assassin's Creed, bien entendu aussi Red Dead Redemption, c'est quand on arrive à la rédemption dans un lit qui est assez rude, hein, demandez à votre femme, et bien entendu de côté, Pangaea, oui c'est bon, et je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour plus de jeux avec un titre qui aurait été rendu un peu plus gay. Bon maintenant, est-ce que tu as vu le Smokeweed? C'est là qu'on sait, on est dans le bon quartier mon cher, on est dans le Smokeweed. Très humiliant de faire cette émission dehors. Toute l'étrangeté de ce projet repose sur l'extrême déséquilibre entre le niveau de compétence des employés de Naughty Dog et celui de leurs scénaristes. Je vous l'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter, le problème, ce n'est pas le gameplay. Malgré l'éviction ces dernières années des talents majeurs de la compagnie, les forces présentes sur place suffisent encore à livrer un produit capable de prétendre au plus haut niveau qualitatif de l'industrie. Surtout d'un point de vue technique. Leur moteur maison nourrit des succès d'Uncharted 4, celui où Nathan ne peut pas avoir un fils car celui-ci aurait un pénis, ou de Lost Legacy, ce jeu avec 2 filles diverses qui, à ce stade, n'en ont pas, tirent le meilleur de la PlayStation 4. Texture détaillée, modèle luxueux, anti-aliasing agressif, éclairage cossu, sound design étourdissant, en 2 mots, spectacle garanti. Tout y est, parfois même trop. J'avais compris que la grande ambition de Druckmann était de réaliser sur console des films qui empruntent leur combat de fin à la tradition kojimienne sans comprendre ce qui faisait leur force, c'est-à-dire l'attachement que 2 décennies passées en compagnie de personnages mémorables leur confèrent. Mais fallait-il nimber l'ensemble d'un effet de faux film censé me faire oublier car pardi, mais en fait je suis idiot que j'étais en train de jouer à un jeu vidéo quelques moments auparavant? Faut croire que oui, après tout j'ai acheté le titre, signe évident d'une infériorité intellectuelle indéniable vis-à-vis du commun des mortels qui lui est ravi de rester dans l'ignorance face à ce ramassis grandiloquent de quelque chose.
Mortel, attention, transition est peut-être l'adjectif idoine pour qualifier ce gameplay très commun. Mélange étrange de Manhunt, Metal Gear Solid et d'Uncharted, il ne devrait pas décevoir ses supporters. Sa violence paroxysmique devrait même satisfaire les quelques fans restants de Clive Barker. J'ignore s'il faut se fendre d'une longue description des mécanismes du titre. Mais avis que tout le monde a plus ou moins compris qu'il était question de faire le tour d'un rude monde post-apocalyptique linéaire où des simili-zombies vous empêchent de porter plus de 2 chargeurs dans votre havre-sac. Parfois, de maigres ressources glanées sur votre chemin vous permettent de bricoler diverses denrées nécessaires à votre survie tout en restant cependant trop anémique pour reconstruire une civilisation dont la chute a le bras long. La plupart du temps, vous rampez dans les hautes herbes, tuez des gens grâce à vos puissants muscles de jeunes filles, tirez sur les crânes d'une dureté remarquable des skinheads de locaux, les ennemis au crâne rasé permettent d'éviter d'y appliquer ces coûteux cheveux que cette génération peine encore à calculer, tout ça le temps d'attendre d'être attaqué par des monstres fongiques. Peu de monstres fongiques d'ailleurs dans Part 2, on se contente de tuer les humains, ce qui est juste un brin plus terre à terre, mais vu que l'on s'y trouve souvent déjà, c'est pas un problème, hein. Mais en gros, à part votre nouveau pouvoir permettant de se mettre à plat ventre dans une flaque, le gameplay n'a pas changé des masses, ce qui laissera de marbre les détracteurs déjà peu fascinés à la base par ses charmes bientôt désuets issus de la génération précédente. Or, détracteurs, le jeu n'en comporte qu'un, abandonné, immobile, rouillé, une sorte de métaphore visuel pour le niveau d'enthousiasme du public face à ce prétendu monument vidéoludique rendu discutable pour beaucoup par une série de choix fleurant bon, mais quelque chose. Les spoilers, je puis vous le confirmer après avoir terminé le titre, avaient raison à, disons, 80%. Malgré tout ça, en l'état, si vous sautez les cinématiques au dialogue maladroit, vous devriez trouver ici 10 heures d'un titre très solide, quoique très familier, n'ayant pas été retapé dans ce que vous propose son gameplay. Faut dire que Bruce Straley, le game designer du premier titre, est comme beaucoup parti ailleurs, voir s'il y faisait meilleur. Nous devons enfin être assez loin dans cette vidéo pour éviter de choquer qui que ce soit par la puissance de nos propos. J'imagine que ceux et celles ayant pris pour parti de faire semblant d'être offusqués se sont déjà barrés face à tant de verve. Et oui, j'ai dit verve, car moi aussi, j'ai un péniste. Ceci dit, quitte à y être, voici un dernier warning. Il est temps de parler du scénario. C'est nécessaire afin de comprendre précisément à quel point tout ceci est nonsensique. Commençons par souligner que tout projet artistique est résumé par son titre, même le pire. Crazy Frog Racer souligne avec aisance son statut de bêtise dérivée consacré à une série de sonneries pour téléphone portable de la fin des 90s. The Legend of Zelda vous informe, attention, théorie inouïe, que dans la boîte portant cette mention se trouve un conte de fées articulé autour d'une princesse du même nom et son chevalier servant. Alors, sans surprise, The Last of Us doit bien contenir le dernier d'entre nous. Mais de qui est-il question? En ce qui me concerne, il est très clair que cette personne devrait être Joel. Les autres choix ne collent pas. Il est l'ultime survivant d'une civilisation disparue, le dernier lien tangible avec le monde d'avant sur lequel peut compter la nouvelle génération, peut-être même l'incarnation des idéaux de l'Amérique dans ce qu'elle a de plus généreux. Son rôle d'éducateur bienveillant n'est pas un hasard heureux issu de l'esprit d'un scénariste exténué, mais bien le propos même de toute cette tentative. Joel représente d'ailleurs peut-être même le dernier filament de normalité mentale d'une Madame Druckmann tant poussée par ses idéaux LGBT qu'elle n'a pas hésité un instant à évincer Amy Hennig, créatrice de l'univers d'Uncharted, pour s'accaparer sa place de créatrice dans cette industrie où trop peu de femmes sont libres de créer. Faut croire que Neil n'aimait pas l'aspect purement aventurier pour garçon doté d'un péniste des scénarios de la vénérable créatrice. Certaines femmes ne haïssent pas les hommes et leurs histoires, au fait, aussi surprenant que ça puisse paraître au public des médias de maintenant. À mon sens, la force du premier titre ne pouvait pas reposer dans celle de la licence, surtout qu'à l'époque, elle n'était qu'un nom vide de sens. C'est le parcours de millions de joueurs à travers son monde qui a fini par lui donner une vague signification. Notre vie, insufflée dans le jeu, heure par heure, à travers le monde. On oublie trop souvent de nos jours que pour la personne mettant un peu de sa vie dans une œuvre interactive, ce ressenti est vécu le temps d'une partie. C'est l'avantage du jeu vidéo face aux autres médias. Entendre de la musique ne revient pas à la jouer. Regarder un film est une action passive. Le film s'en fout d'être vu. Passer le bouton play, il joue de toute manière. Mais un jeu nécessite quelqu'un pour l'activer à chaque instant. C'est de là que vient son mouvement. Passons au thème. L'idée de proposer de protéger une petite personne virtuelle était révolutionnaire à l'époque. Ellie était loin d'être aussi balourde que Yorda. Elle se débrouillait déjà. Suffisait de lui apprendre les ficelles pour espérer qu'elle puisse assurer la survie de notre vision de l'humanité. Un concept d'autant plus fort que le rapport entre Joel et Ellie était bien écrit.
Tour à tour touchante, triste ou amusante, c'était l'histoire de deux êtres humains dont l'association les mène à retrouver une forme d'humanité renforcée par le danger environnant. C'est assez puissant. Et ça qu'on rentre ou pas dans les grands poncifs que sont sauver la civilisation en sauvant sa prochaine génération et mais ouais, du con, la demoiselle est immunisée au scénario du jeu. Tout ça se passait avant tout au niveau émotionnel. Abattre Joel comme un chien galeux durant la première heure de jeu est donc plus qu'un peu déplacé. Cela revient à tuer le joueur, son lien affectif avec la série et toute envie de continuer à se farcir cette affaire. Comme ça, d'un coup, quel swing! Surtout que l'étrange histoire d'ambiguïté morale omniprésente concoctée par Madame Neil Druckmann et Monsieur Haley Gross n'est pas de celle dont sont construites les légendes de notre culture. Ces rouages sont déplaisants, sales et donnent surtout envie de prendre une douche. Si tout le monde est veule, violent et dépourvu de fibres héroïques, il est impossible de s'identifier aux rôles principaux. Je sais qu'on dit souvent qu'une histoire ne devrait pas se dérouler moralement en noir et blanc, qu'il existe des nuances de gris dans la psyché humaine. Mais faire d'Ellie, une de vos premières protagonistes LGBT+, une tueuse sans scrupules, capable, sans réfléchir, de tuer une femme enceinte, ça le fait mal. Elle a au mieux l'air stupide et au pire d'un monstre sans aucune compassion. Le premier titre justifiait sa violence par l'impératif moral de protéger cette gamine perdue dans un monde hostile. Il tentait de vous donner l'impression que malgré tout ça, un exemple éducatif allait en sortir afin de faire d'elle un être humain digne de cette appellation. Eh ben, non. De toutes ces bonnes leçons, elle a juste gardé en tête comment faire des pièges, traquer des gens et jouer de la guitare comme toute bonne lesbienne. Attention, là maintenant, je vais vous donner un pro-tip qui est tiré de mon existence vécue. Si une fille que tu connais se met soudain en soirée à sortir une guitare acoustique, suis l'exemple du masque. Tu la laisses bien jouer une version à chier de Wonderwall d'Oasis car c'est généralement la seule chanson qu'elle connaisse, je sais pas pourquoi. Retour au texte. En fin de compte, les efforts de Joel, les vôtres donc, sont tombés à plat. Ellie n'a pas appris à respecter la vie humaine pour le miracle fugace qu'elle représente. Elle n'est tout simplement pas The Last of Us. Mais si tout ceci n'est pas une histoire humaniste où l'on use de la violence pour tenter de sauver les contours toujours plus élimés d'une civilisation menacée par quelque chose, de quoi est-il question dans Part 2 ? Pour résumer, disons que c'est l'histoire de deux femmes issues du même traumatisme. Ellie en veut à son protecteur de ne pas l'avoir sacrifiée en échange d'un vaccin susceptible de sauver le mal qui ronge le monde. Ce qui vous donnera de nombreuses séquences de flashbacks où l'adolescente insulte l'homme qui lui a sauvé la vie de manière amère car l'ingratitude est un trait de caractère assez développé à cet âge, tandis que de l'autre côté, Abby a été transformée en machine de guerre par la mort de son père. C'était lui le dernier virologue de la planète, celui que Joel a buté à la fin du premier titre en espérant bien faire car il n'avait pas envie d'être tout seul dans ce monde très sombre. Il avait déjà perdu une fille, il voulait pas en perdre une autre. Ouais, vous avez un axe adoption, avortement, customisation de pétoire phallique dans cette affaire, n'y réfléchissez pas trop car j'ai dans l'idée que vous et moi ne sommes pas compétents. Après tout, tout le monde peut pas être psychologue. J'en étais où ? Abby. C'est autour d'elle que s'articule toute la haine envers le jeu, ce qui pourrait sembler paradoxal car c'est le seul personnage doté d'une forme d'arc narratif concret. Elle veut tuer Joel, remplit son objectif, est clémente envers Ellie, paye le prix, sauve quelqu'un et attention, gros cliché pourri, pétri de bonnes intentions, se sauve elle-même, si ça c'est pas mignon. Je pense que c'est son allure de powerlifter soviétique défoncé aux stéroïdes qui fait pencher la balance de l'opinion populaire en sa défaveur. Faut dire qu'elle a vraiment, mais vraiment l'air d'un mec. Sérieux, elle est limite Transformers dans l'esprit. Ce n'était d'ailleurs pas toujours le cas, suffit de regarder les premiers trailers la mettant en scène pour constater qu'une des altérations massives du titre depuis lors se trouve dans son corps. J'ignore si elle a pris un cocktail d'hormones avec tous les dangers de santé que cela comporte, mais il est clair que le duo en tête du titre voulait qu'elle ait l'air d'un mec, ce qui est d'autant plus paradoxal car elle est la seule femme ouvertement hétérosexuelle du titre à pas finir butée dans d'atroces circonstances. Si ça c'est pas du simoblisme, donc vous l'aurez compris chez Naughty Dog, les hommes c'est pas bien car ils ont des pénis et les femmes, elles en veulent un et c'est vraiment super, sérieux. Ce n'est pas de la propagande du tout, et vous devriez laisser vos enfants y jouer afin qu'ils aient de graves problèmes d'identité sexuelle dans le futur, comme ça, pour le fun, histoire d'être progressiste. Mais attention, c'est pas tout. Après avoir entraîné la gamine autrefois sympathique à travers environ 22 heures de scénario éreintant à base de mutilation, d'avortement au 9 mm et autres contusions cérébrales, introduit son équivalent hétérosexuel ressemblant à Rambo qui combo les babas comme je combats les bobos et vous avoir plongé au milieu d'une série d'escarmouches d'un style sanglant, ce sont des femmes, techniquement, le tout finit en eau de boudin. Exactement, monsieur, en eau de boudin, rien n'est résolu, rien, tout le monde finit triste, désabusé, déprimé et limite alcoolique. Rendez-vous dans 8 ans sur PlayStation 5 pour la fin de l'affaire. Si ça c'est pas le genre de titre qui vous donne des envies d'Xbox Series X, je sais pas ce qu'il vous faut.
En conclusion, gameplay réussi, scénario décevant, graphisme somptueux, personnage creux dont seule la race ou l'orientation sexuelle leur sert de caractère, il est dur de conseiller ce titre à qui que ce soit, sauf peut-être aux fans de Batwoman ou de Jodie Whittaker. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que ma note finale sur ce pamphlet passant souvent de Staline à Stallone avant de repasser de Stallone à Staline ne peut être que attention, petit roulement de tambour. C'est face à Genval, le fameux poète de la Brabançonne, que nous nous disons adieu pour ce nouvel épisode de l'émission que l'on appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Dans cet épisode-ci, nous allons parler de The Last of Us Part 2, je l'ai déjà mentionné 70 fois, mais dans le prochain épisode, nous parlerons d'un truc qui est probablement encore pire, c'est-à-dire Marvel's Avengers de Crystal Dynamics, une compagnie qui a été rachetée récemment par Square Enix. Square Enix qui a été elle-même rachetée par elle-même dans un passé assez proche, où avant vous aviez Enix et Square, et maintenant on se retrouve un peu entre les deux dans un Square qui s'appelle bien entendu la Place des Martyrs. Donc dans le prochain épisode, il sera question de ceci, mais juste avant de vous dire au revoir, je vous envie votre statut de spectateur, car c'est une émission tellement plaisante, on aimerait pouvoir la regarder soi-même. N'hésitez pas à nous mettre des pouces vers le haut, des pouces vers le bas. Tourne-toi un peu plus vers la droite parce que tu es en train de te rapprocher d'un truc que tu vas te prendre dans le dos. Je vous remercie aussi si vous avez envie de vous abonner. Vous n'avez pas envie de vous abonner, ne vous abonnez pas. Vous avez envie de vous abonner davantage, n'hésitez pas à nous mettre les notifications. Les notifications sont utiles, c'est alors votre téléphone qui vous cassera les couilles quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Critique Cruelle. Est-ce que c'est tout ce que je devais dire? C'est tout ce que je devais dire. Allons-y, maintenant on va faire le petit planche court. C'est mignon? Est-ce qu'on a oublié un truc? On a oublié le clap. Salut tout le monde, c'est QAnon. Je viens de recevoir de mes contacts dans l'industrie vidéoludique un extrait perturbant du prochain épisode de The Last of Us. Attention, âme sensible s'abstenir. And so this is the end of our story. And everyone is dead from AIDS. It took from me my best friend.